Bonjour, une vidéo pédagogique sur l'échographie cardiaque transthoracique, l'essentiel à comprendre et à retenir pour la préparation de l'IECN. L'échographie cardiaque transthoracique est en fait un combiné entre une analyse morphologique des structures du cœur et une analyse hémodynamique par l'interprétation des flux Doppler couleur, pulsés et continus. L'analyse morphologique par échographie 2D ou 3 dimensions se fait grâce au mode bidimensionnel et au mode TM qui permettent de visualiser les différentes structures cardiaques, comme nous allons le voir dans ce PowerPoint, en regardant la taille, la morphologie du VG par exemple, l'aspect des valves, et d'effectuer des mesures, le diamètre ventriculaire gauche, le volume ventriculaire gauche, la taille de l'anneau aortique, qui vont pouvoir nous permettre de savoir si le patient est dans les normes ou pas. Sur cette diapositive, vous voyez l'analyse morphologique du ventricule gauche, avec à gauche la coupe parasternale grand axe, vous voyez l'oreillette gauche, la valve mitrale qui s'ouvre, le ventricule gauche, qui va éjecter ensuite en systole dans l'aorte. C'est ce qu'on appelle la coupe parasternale grand axe. En tournant la sonde à 90 degrés, on arrive sur la coupe parasternale petit axe, où on va couper le ventricule comme un saucisson. Et vous voyez ici, en bas, la paroi inférieure du ventricule, en haut, la paroi antérieure, à gauche, la paroi latérale, à droite, la paroi septale. Pour mesurer les diamètres ventriculaires gauche, on peut soit mesurer en mode bidimensionnel, soit mesurer en mode TM ou mode temps-mouvement. Comme vous le voyez sur l'image fixe à droite, il y a un petit faisceau qui va couper perpendiculairement le ventricule et qui va permettre de mesurer en diastole et en systole les diamètres ventriculaires gauche, ceux qui nous serviront pour l'examen. L'analyse morphologique du ventricule gauche se poursuit par la suite par la coupe apicale 4 cavités et la coupe apicale 2 cavités. À gauche, la coupe apicale 4 cavités. Vous voyez l'oreillette gauche avec la valve mitrale qui s'ouvre en diastole, qui va dans le ventricule gauche. Et à droite, l'oreillette droite qui va dans le ventricule droit avec la valve tricuspide qui s'ouvre. En tournant la sonde, on arrive sur la coupe apicale 2 cavités qui permet de visualiser l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Alors sur la coupe apicale 4 cavités, vous voyez la paroi septale et la paroi latérale du ventricule gauche. Sur la coupe apicale 2 cavités, vous voyez la paroi antérieure et la paroi inférieure du ventricule gauche. L'analyse morphologique du ventricule gauche se termine par la coupe apicale 3 cavités, où vous revoyez les différentes structures dont on a parlé tout à l'heure. Cette fois-ci, en tournant encore la sonde, on arrive à dégager la paroi antéroseptale du ventricule gauche et la paroi inférolatérale du ventricule gauche. Et donc vous comprenez bien qu'avec ces différentes coupes, on arrive à examiner l'ensemble des parois du ventricule gauche et donc à pouvoir déterminer éventuellement s'il y a une séquelle au niveau d'une paroi. Et vous savez que lorsqu'on a une séquelle localisée à une paroi, c'est très évocateur d'une cardiopathie ischémique par occlusion d'une artère qui vascularise cette paroi. Un des points fondamentaux de l'étude du ventricule gauche est le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche, qui est le paramètre le plus utilisé pour étudier la fonction systolique, c'est-à-dire la fonction pompe du ventricule gauche. Et il se fait par la méthode Simpson-Biplan, en calculant les volumes en diastole et en systole, en 4 cavités et en 2 cavités, avec l'ordinateur qui vous donne par la suite, grâce à une formule, une estimation de la fraction d'éjection qui est ici à 59%. Ce qu'il faut retenir dans l'analyse du ventricule gauche, c'est d'abord que le VG est dilaté si le diamètre télédiastolique ventriculaire gauche est supérieur à 55 mm ou à 30 mm indexé par mètre carré de surface corporelle, que l'on retrouve une HVG concentrique dans l'HTA et le rétrécissement aortique, une HVG asymétrique dans la CMH, qu'il faut toujours analyser l'ensemble des parois et chaque paroi est divisée en segments. Il y a 17 segments au niveau du cœur. Pour faire simple, chaque paroi a un segment basal, moyen et apical que l'on décrit dans le compte-rendu d'échographie pour savoir s'ils sont normokinétiques, hypokinétiques, c'est-à-dire qu'ils bougent peu, ou akinétiques, qui ne bougent pas du tout. Et lorsqu'il y a une akinésie ou une hypokinésie segmentaire, ceci est en faveur d'une cardiopathie ischémique. Il faut calculer systématiquement la fraction d'éjection, qui est normale autour de 60%. Dans l'insuffisance cardiaque, on parle de fraction d'éjection préservée si elle est supérieure à 40%.
On peut calculer le débit cardiaque. La normale est de 3,5 à 5 litres par minute. Tout cela, c'est pour la fonction systolique. On étudie aussi la fonction diastolique, principalement en interprétant le flux mitral en diastole, qui permet d'estimer les pressions de remplissage du ventricule gauche. L'analyse hémodynamique se fait par Doppler continu et pulsé. Elle permet d'enregistrer les flux à la fois physiologiques, antérogrades, par exemple le fait que le VG éjecte dans l'aorte, mais également les flux pathologiques en repérant des accélérations de flux liées à une sténose, comme dans le rétrécissement aortique, ou des régurgitations, comme une insuffisance aortique au mitral. Grâce au Doppler pulsé et au Doppler continu, on a une estimation beaucoup plus fine de ces flux, et c'est grâce à ces outils qu'on arrive à évaluer le débit cardiaque, évaluer la surface aortique dans le RAC et le degré de sévérité de l'insuffisance mitrale ou de l'insuffisance aortique. Comme vous le voyez sur cette image, à gauche, il y a un flux mitral normal avec une onde E et une onde A. Le flux mitral est le flux qui vient de l'oreillette dans le ventricule en diastole, qui remplit donc le ventricule en diastole. Vous savez qu'il y a deux phases dans le diastole. Il y a le remplissage passif, qui est juste après la systole, donc juste après l'ouverture de la valve mitrale, et le remplissage actif, qui est contemporain de la systole auriculaire. Là, vous voyez que le remplissage passif, c'est en fait l'onde E, et que l'onde A traduit le remplissage actif. Comment est-ce que vous en êtes sûr? Au-dessus de l'onde A, il y a une onde P qui précède le QRS, et en fait, l'onde A est la traduction mécanique de la contraction électrique de l'oreillette gauche. À droite, vous avez le flux sous-aortique normal, qui est ce qu'on appelle l'ITV, l'intégrale temps-vitesse, qui va nous permettre, en calculant la surface sous-aortique, de calculer le débit cardiaque. En Doppler continu, on va dépister des sténoses pathologiques. Théoriquement, en systole, lorsque la valve aortique s'ouvre, la pression dans le ventricule gauche est identique à la pression dans l'aorte, puisque la valve s'ouvre complètement. C'est ce que vous voyez ici sur la diapositive, où le gradient moyen est très bas, à 4 mm de mercure. Lorsqu'il y a un rétrécissement aortique serré, la valve aortique ne s'ouvre pas, donc il va y avoir un gradient beaucoup plus important entre le VG et l'aorte, puisque le VG va devoir pousser pour ouvrir la valve aortique. Et vous voyez à droite sur la diapositive un flux transaortique avec un gradient moyen à 55 mm de mercure, ce qui est tout à fait pathologique et signe un rétrécissement aortique serré. Pour la valve aortique, toujours la même chose. D'abord une analyse morphologique. Est-ce qu'elle est tricuspide, bicuspide? Est-ce qu'elle est calcifiée? Ensuite, on calcule la surface. Je vous rappelle qu'on calcule la surface par l'équation de continuité et qu'on définit un rétrécissement aortique serré si la surface est à moins de 1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré de surface corporelle. On peut également définir un rétrécissement aortique serré lorsque le gradient moyen VG aorte est supérieur à 40 mm de mercure ou lorsque la Vmax est supérieure à 4 mètres par seconde. L'échographie transthoracique permet également de quantifier la fuite aortique par une méthode quantitative qui est la méthode de la PISA, qui permet de mesurer la surface de l'orifice régurgitant. Et je rappelle qu'une IA est sévère lorsque le volume régurgitant est supérieur à 60 ml. Par ailleurs, vous avez vu sur les boucles tout à l'heure que l'on peut évaluer la morphologie et la taille de l'aorte ascendante, ce qui est tout à fait fondamental dans la prise en charge d'un patient présentant une pathologie valvulaire aortique. Ici, sur cette vidéo, vous avez à gauche un rétrécissement aortique sur bicuspidie. Vous voyez que vous n'avez que deux cuspes avec une ouverture en systole et un G qui est tout à fait central. À droite, vous avez une insuffisance aortique avec en diastole une régurgitation que vous voyez bien en bleu qui va de l'aorte vers le ventricule gauche. Et vous voyez que la valve aortique sur la vidéo de droite est très épaissie, très remaniée. C'était une patiente qui avait une insuffisance aortique médicamenteuse post-Mediator. Et vous voyez la fuite aortique qui est ici au moins modérée à moyenne. Pour la valve mitrale, c'est un peu la même chose. On va d'abord avoir une analyse morphologique en bidimensionnel, 2D ou 3D, avec l'aspect des valves, savoir s'il existe ou non un prolapsus ou une ballonisation de la grande valve mitrale ou de la petite valve mitrale, rechercher une perforation d'une valve, l'ouverture de la grande valve en genou, qui est un signe de rétrécissement mitral, rechercher un signe en faveur d'une atteinte rhumatismale, des calcifications, une fusion des commissures, rechercher une atteinte de l'appareil sous-valvulaire. Grâce
à la planimétrie en 2 dimensions et en 3D. On peut planimétrer la surface mitrale et on considère que le rétrécissement mitral est serré si la surface mitrale est inférieure à 1,5 cm² ou 1 cm² par mètre carré de surface corporelle. Dans l'insuffisance mitrale, l'échographie cardiaque transthoracique est fondamentale car elle permet de mesurer la régurgitation de l'insuffisance mitrale de manière quantitative par la méthode de la PISA, qui est la méthode de référence. Et pour avoir un ordre d'idée, on dit que l'IM est sévère lorsque le volume régurgité est supérieur à 60 ml. Sur ces 2 vidéos, vous voyez à gauche un prolapsus de la petite valve mitrale avec, en fait, donc la valve mitrale a 2 feuillets. À droite, c'est la petite valve mitrale. À gauche, c'est la grande valve mitrale. Et vous voyez que la petite valve mitrale passe en arrière de la grande valve mitrale avec un petit zigouigoui qui passe juste en arrière de la grande valve mitrale, là où il y a la flèche, qui est en fait une rupture de cordage. En cas d'insuffisance mitrale, il est fréquent de demander une ETO pour préciser le mécanisme, l'étiologie et la sévérité d'une insuffisance mitrale. Vous voyez ici sur l'image de gauche qu'il y a un prolapsus du segment 1-1. Donc c'est le segment que vous voyez passer en arrière de la valve mitrale avec au bout de la pointe bleue un petit zigouigoui qui se balade qui est une rupture de cordage. Sur l'image arrêtée à droite, vous voyez le prolapsus avec à droite le petit feuillet qui est très en arrière du grand feuillet avec un défaut de coaptation de près de 6 mm. Et au bout de la flèche bleue, vous voyez qu'il y a un cordage rompu avec, sur l'image arrêtée en couleur, un G qui régurgite de manière importante du VG vers l'OG. Vous voyez qu'il est bleu et rouge avec un diamètre du G aux alentours de 6 mm. L'étape suivante au cours de l'échographie cardiaque transthoracique est l'étude des cavités droites pour rechercher une dilatation des cavités droites que l'on retrouve dans le cas d'embolie pulmonaire, de CIA, du cardiopathie du cœur gauche associée. On étudiera le VD, sa fonction contractile et l'existence d'une éventuelle hypertrophie dans le cas d'un cœur pulmonaire chronique. On recherchera également une HTAP en captant le flux d'insuffisance tricuspide. L'insuffisance tricuspide, en fait, le flux traduit le gradient entre l'OD et le VD et nous permet d'estimer la pression artérielle pulmonaire systolique. Enfin, on regardera la veine cave inférieure. Si elle est fine et compressible, c'est que le patient est hypovolémique ou bien traité par diurétique. Si elle est dilatée, c'est que le patient est encore plein et qu'il y a une marge pour le traitement diurétique. Sur la slide que vous voyez, il y a 2 images fixes et une image dynamique en haut à gauche. À gauche, les cavités droites sont normales avec l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droite et le ventricule droit. Ce que l'on dit en général, c'est que le diamètre du ventricule droit fait 1/3 du diamètre du ventricule gauche. Autrement dit, c'est 1/3 pour le ventricule droit, 2/3 pour le ventricule gauche. À droite, vous avez un patient qui a une HTAP précapillaire extrêmement sévère et vous voyez que l'oreillette droite est extrêmement dilatée, que le ventricule droit est extrêmement dilaté, que les parois du VD sont hypertrophiées et que le ventricule gauche et l'oreillette gauche sont comprimés, laminés à cause de l'hypertension artérielle pulmonaire qui retentit sur le ventricule droit et sur l'oreillette droite qui vont alors compresser les cavités gauches. Pour mesurer la PAP, c'est ce que je vous expliquais, on se base sur le flux d'IT. À gauche, vous voyez que le gradient de pression est à 18 mm entre le VD et l'OD. Ce que l'on va faire alors, c'est qu'on va rajouter la pression dans la veine cave inférieure et on obtiendra une PAPS à 23 mm de mercure. À droite, vous voyez le patient précédent qui avait une HTAP précapillaire très sévère. Vous voyez que le gradient VD-OD est à 81 mm de mercure, ce qui signe une HTAP extrêmement sévère. Enfin, l'échographie étudie le péricarde à la recherche d'un épanchement. Si un épanchement, il faut détailler son abondance, sa localisation, son caractère compressif avec parfois un tableau de tamponnade avec swinging heart, un cœur qui danse. Et lorsqu'il n'y a pas d'épanchement, on peut avoir parfois un péricarde très épais, très calcifié, qui donne une constriction péricardique. Ici, vous voyez sur ces images des images d'épanchement péricardique avec des petites étoiles au milieu du noir. Le noir, c'est de l'eau qui entoure le cœur, avec un épanchement ici circonférentiel prédominant dans le territoire postérieur. Alors, vous avez vu les différentes étapes d'analyse d'une échographie cardiaque transthoracique. L'échographie cardiaque transthoracique est un examen fondamental qui doit être extrêmement systématique, avec une étude point par point de toutes les structures cardiaques, le ventricule gauche, la valve aortique, l'aorte ascendante, la valve mitrale, l'oreillette gauche, les cavités droites
et le péricarde. C'est un examen qui est quasi systématique dans toutes les pathologies cardiaques. On va le voir sur les slides suivantes. Donc l'ETT a un rôle central. Je vous ai mis l'ensemble des indications d'échographie transthoracique en cardiologie, dans l'HTA, les valvulopathies, l'endocardite, le suivi des prothèses, les SCA, le bilan post-infarctus, l'angor stable, le bilan préopératoire en cas de suspicion de pathologie cardiaque, le bilan initial d'une insuffisance cardiaque, puisque c'est l'échographie cardiaque transthoracique qui fait le plus souvent le diagnostic d'insuffisance cardiaque, soit FEVG altéré, soit FEVG préservé. Et donc, dans l'insuffisance cardiaque, l'échographie cardiaque transthoracique est vraiment l'examen pivot central et indispensable. En cas de suspicion de CMH, de péricardique, dans le bilan initial de la fibrillation auriculaire, dans le dépistage et la prise en charge de l'HTAP, en cas d'embolie pulmonaire, en cas de suspicion de dissection de l'aorte thoracique, avant de débuter un traitement par anthracycline et en cas de suspicion de cardiopathie congénitale. Merci.